Forcément, on doit en parler, c'est quand même une des grosses actualités. Et si moi-même j'avais fait une sorte de bilan des catastrophes qui étaient arrivées dernièrement dans le monde suite à ce qui semblait être le réchauffement climatique, le rapport du GIEC est sorti ce week-end, hein. Le GIEC, c'est un organisme indépendant, je pense, hein, qui s'occupe d'étudier, qui rassemble des scientifiques et qui étudie le réchauffement climatique et ses conséquences et qui essaye de prévoir dans le futur comment est-ce que ça évolue. Jusqu'à présent, ça a toujours été de pire en pire et selon le dernier rapport, ça ne s'améliore pas et c'est très inquiétant parce que il y en a beaucoup qui ont peur, enfin comment dire, qui soulignent que ces scientifiques peuvent se tromper, qu'en effet, tout le monde, voilà, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas ce qui va se produire, etc., etc. Et c'est vrai, mais malheureusement, c'est vrai dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ces scientifiques se trompent parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait des prévisions, elles se sont avérées exactes, mais plutôt que prévues. Donc c'est assez inquiétant. Bref, on va lire aujourd'hui un article en particulier parce que même, je voulais pas juste lire des articles sur le rapport du GIEC qui est au final juste souvent des répétitions de ce qu'on sait déjà, je trouve, hein, malheureusement. Aujourd'hui, je voulais plutôt m'attarder sur les entreprises. Donc c'est un sujet personnellement que j'entends souvent parler. J'ai notamment retweeté des tweets des bonnes questions hein, qui soulignaient le fait que les entreprises étaient responsables de je sais plus combien de pourcentage, mais c'est genre 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, ici on a un article de la RTBF un petit peu qui va un peu plus en profondeur sur le sujet et qui est un peu plus nuancé du coup. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que, bon, c'est facile de pointer du doigt un problème, mais parfois c'est plus difficile de trouver des solutions. Et du coup, bah voilà, plutôt que de juste faire le militant qui n'a pas les yeux en face des trous et qui dit des choses qui seraient complètement erronées, je me suis dit autant lire cet article et essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour des entreprises et si effectivement ce sont bien elles les fautives. Rapport du GIEC, où en sont les entreprises belges dans leurs efforts de diminution de CO2? Donc ici ce sera les entreprises belges, mais on peut considérer qu'on est un pays développé, un pays quand même justement où la pollution n'est pas amoindrie, on va dire. Donc à mon avis, ça peut être généralisé, même si chaque pays a ses particularités, ça peut quand même être relativement généralisé par rapport aux autres pays occidentaux. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient de publier son dernier rapport. Il est alarmant sur la progression du réchauffement climatique et sur les conséquences de celui-ci sur la planète. Vous voyez, il renvoie à un article, ils ont fait un article sur le sujet si vous voulez aller plus loin. Dans cette perspective, la diminution des émissions de CO2 est indispensable. Depuis les premiers rapports du GIEC, l'industrie, y compris le secteur énergétique, fait figure de principal responsable des émissions. En Belgique, les observateurs ne nient pas que les entreprises ont avancé sur le chemin de la réduction des émissions de CO2. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que ça semble rejoindre quand même ce que disaient par exemple les bonnes questions, mais justement, on va parler du chemin qu'il y a encore à faire, et surtout, est-ce que c'est possible de le faire sans sacrifier, on va dire, tout notre mode de vie ou notre manière aussi, voilà. Alors, je veux dire, notre manière de consommer, non, forcément, ça va impacter notre manière de consommer, mais est-ce que ça va être sur des choses qui sont extrêmement importantes, genre la nourriture, le gaz, l'électricité, etc. Ou bien est-ce que ce seront des choses plus secondaires, genre moins de téléphone, par exemple moins d'ordi, enfin je sais pas, je lance au hasard, hein, mais quasi la moitié des émissions de CO2 vient de l'industrie, même si des efforts ont été faits. Merci de répéter la même phrase. Selon les statistiques et selon la manière de consolider les chiffres, l'industrie est responsable d'une grande part des émissions de gaz à effet de serre, GES. Selon Interenvironnement Wallonie, la part qui revient à l'industrie dans les émissions de GES était en 2019 de 47%, incluant dans l'industrie le secteur énergétique. Évidemment, on prend 2019 parce que 2020, 2021, on est dedans, donc on n'a pas encore les stats, et 2020, justement, c'est assez particulier puisqu'il y a eu le Covid et que les industries ont été à l'arrêt pendant un temps. On estime que ces dernières années, les émissions
industriels ont diminué d'un tiers environ en Wallonie. Mais plus de la moitié de cette diminution est venue de la disparition de la sidérurgie en Wallonie, souligne Xavier Gion, chargé de mission énergie et climat chez Inter Environnement Wallonie. Une partie aussi de la réduction des émissions de GES en Belgique s'explique par le fait que la production a été transférée dans d'autres pays. L'empreinte moyenne par Belge en gaz à effet de serre est environ 10 tonnes par an et par habitant, explique Xavier Gion. Elle passe à 16 tonnes en comptant les importations. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est bien de vouloir diminuer ses émissions de gaz à effet de serre dans son pays, mais si au final c'est pour refaire exactement les mêmes dans un pays limitrophe ou du tiers-monde, ça sert à rien, enfin tu diminues que dalle. Donc bon, c'est pour ça que c'est hyper important de regarder de manière globale. Et concernant la sidérurgie en Wallonie, c'est notamment ArcelorMittal, hein. Si vous êtes belge, ça va vous parler, mais donc ArcelorMittal, c'était une entreprise de sidérurgie, hein, une des plus grosses de Wallonie, je pense, et qui a été fermée après avoir reçu plein d'aides de l'État pour rester ouverte le plus longtemps possible. Et finalement, le gars l'a quand même fermé en partant avec la thune, évidemment, de l'État. C'était assez... c'était assez requin, mais bon, du coup, c'était légal puisque tout avait été donné dans les règles. Bref, c'est pour ça, mais du coup, en partant, évidemment, les émissions baissent, hein. Mais il y a eu beaucoup de chômage aussi. C'est pas vraiment un mal pour un bien, quoi. C'est plutôt un mal pour un autre mal. L'autre grande raison de la diminution des émissions de GES, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'amélioration des procédés industriels. Mais là aussi, il y aurait encore moyen de faire mieux. Dans l'industrie du verre, par exemple, l'électrification des fours pour arrêter d'utiliser du gaz et du fioul lourd n'est pas encore réalisée, souligne Xavier Gion. Or, selon lui, cela permettrait de réduire de 2 tiers les émissions de gaz à effet de serre dans la production de verre. L'électrification pourrait s'intensifier aussi dans d'autres secteurs, comme l'acier, même si l'énergie électrique est plus utilisée qu'avant, ou encore dans les cimenteries, la production de chaux et la pétrochimie, selon Xavier Gion. Les industriels ont surtout fait des améliorations de procédés à la marge, estime Xavier Gion. Peu se sont lancés dans l'aventure du changement de leurs procédés industriels, souligne-t-il souvent, parce qu'ils n'ont pas été assez incités à le faire. Pourtant, des efforts ont été faits par de nombreuses entreprises. Antoine Geerings, cofondateur de CO2 Logic, une société qui aide les entreprises à améliorer leur bilan carbone, ça je ne savais pas que ça existait, mais je trouve ça cool. Ça doit être cool de bosser dans un truc dans le style. Donne l'exemple de beaucoup d'entreprises familiales qui ont une vision à long terme et qui veulent survivre et s'adapter aux nouvelles mesures et aux défis climatiques. En fait, s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre dépend fortement de la culture de l'entreprise et du secteur dans lequel elle évolue. Pour Antoine Geerings, de CO2 Logic, à la fin des années 2000, ce sont surtout les entreprises de services qui ont agi pour le climat. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que c'est complètement con. Parce que, entre guillemets, enfin, où je veux dire c'est complètement con, c'est qu'en soi, c'est juste changer un procédé par un autre. Ce qui est moins con, c'est que forcément ça coûte de l'argent et qu'il faut que les entreprises puissent l'investir. Or, il faut voir à quel point elles peuvent investir. Je ne doute pas qu'il y a des entreprises qui, entre guillemets, s'en foutent et qui pourraient totalement investir de l'argent, même si derrière, il y aurait du coup des pertes aussi, hein, il ne faut pas rêver. Je parle notamment des bénéfices. Il y aurait peut-être des pertes de bénéfices, mais qui pourraient du coup être palliées aussi à la longue, en fait. Mais comme il y a 50% quand même des entreprises qui polluent, c'est elles qui sont responsables de la pollution, c'est clair qu'on doit faire quelque chose, et on ne peut pas laisser ça comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'électrification, c'est intéressant, même si d'un autre côté, en Belgique, justement, on est en train de parler d'une sortie du nucléaire en 2025. Donc notre énergie, ça va être compliqué quand même de la garder 100% propre. Et c'est ça qu'on doit regarder. C'est qu'on va commencer à devoir exporter, il me semble, j'avais lu un article, je crois, il y a un moment maintenant, mais du coup on va devoir exporter de l'électricité. Et cette électricité ne proviendra peut-être pas de centrales nucléaires ou d'énergie renouvelable. Donc tout ça, il va falloir l'étudier parce que les demandes en énergie électrique, je crois, vont vraiment augmenter quand on voit en plus les voitures électriques. Parce qu'on parle beaucoup des moteurs, enfin pas des moteurs mais des batteries, des voitures électriques qui polluent, etc. etc. Mais il y a toujours, voilà, il faut toujours faire un peu le gain par rapport aux désavantages, les avantages par rapport aux désavantages, on va dire ça comme ça. Et j'ai plus le mot. Et du coup, peut-être que les batteries, quand même, sont beaucoup plus intéressantes en termes de pollution à faire que de rouler en essence, quoi.
Je veux dire, si en roulant 1 an avec une voiture à essence, vous polluez comme 50 voitures électriques quand elles sont construites et machin, enfin, pas ouf. Une récente étude menée par l'agence FIN a épluché les communications fournies par les 55 entreprises belges ayant le plus gros chiffre d'affaires pour voir comment ces entreprises informent sur leur engagement en faveur du climat. Parmi ces entreprises, 3 sur 10 ne communiquent toujours pas sur le sujet. Elles n'informent pas sur la quantité d'émissions qu'elles génèrent. Et ça, honnêtement, ça c'est un scandale en fait. Ayant les plus gros chiffres d'affaires, donc on parle des 55 entreprises belges qui réussissent le mieux. Or, on sait qu'on n'est quand même pas dans un pays pauvre, donc on sait que les 55 entreprises belges qui réussissent le mieux, normalement, devraient quand même pouvoir être capables de fournir ce genre de données. Or, elles ne le font pas. C'est extrêmement, mais vraiment, c'est extrêmement, je trouve, scandaleux. Et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ça devrait être une obligation, en fait. Parce que quand tu es dans le top, tu sais que ça veut souvent dire que du coup, ton entreprise fonctionne bien. Après, il faut voir parce qu'il y a une différence entre chiffre d'affaires, bénéfices, etc. Mais à un moment donné, il faut agir en fait. On n'a pas le choix, il faut agir. Inviter les entreprises à prendre conscience de leurs émissions de GES. En 2050, la Commission européenne veut que l'Europe soit climatiquement neutre. C'est le but du Green Deal européen, le pacte vert pour l'Europe. Selon Antoine Guérings, de CO2 Logic, les entreprises prennent cela au sérieux. Enfin, dirait-on, car en Belgique, on a, selon Antoine Guérings, perdu énormément de temps, une quinzaine d'années à hésiter sur fond de discussions entre partis politiques, entre régions du pays, notamment au sujet de la transition énergétique et de l'avenir des centrales nucléaires. Des discussions qui n'ont pas aidé les entreprises à prendre rapidement les bonnes décisions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et vous savez, je vous avais dit, je vous dis souvent que le truc qui est cool, hein, d'un côté, c'est en Belgique, c'est que effectivement, vu qu'on a 15 gouvernements, enfin 15 partis qui sont au pouvoir, enfin 7 en tout cette fois-ci, j'extrapole, eh bien, ça permet d'avoir une meilleure représentativité démocratique. Eh bien, là, c'est typiquement le désavantage d'avoir tant de représentativité démocratique, entre guillemets. C'est qu'effectivement, quand tu as de gros clivages et que tu as soit, je vais dire, enfin voilà, que le nombre de politiciens que tu as pour s'occuper de ça est soit trop faible, soit trop grand, eh bien, ça peut amener à ce genre de situation où des décisions ne sont pas prises. Et pourquoi je dis trop faible ou trop grand? Parce que, en fait, quand on voit ici, c'est parce que notamment, on voit que c'est des discussions politiques entre les régions. Et donc, chacune des régions, c'est-à-dire qu'en Belgique, en fait, c'est le gouvernement fédéral, donc le gouvernement belge, si on veut, ne choisit pas tout, en fait. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont donnés aux régions, suite à la demande notamment des nationalistes néerlandophones, flamands, qui voulaient recevoir plus justement de compétences en fait pour leur région. Et du coup, ça a entraîné effectivement un gros problème, c'est que pour qu'une loi soit valable dans tout le pays, il faut qu'il y ait toutes les régions qui soient d'accord entre elles. Et toutes les régions, c'est souvent la région de Bruxelles, mais c'est souvent plutôt Wallonie contre Flamand, enfin contre Flandre. Donc le sud du pays contre le nord. Et ça, c'est très problématique parce que, voilà, par exemple, alors à mon avis, ça c'est plutôt une compétence fédérale, les centrales nucléaires, mais elles sont situées par exemple en Wallonie, donc ce qu'il y a, c'est que pour les sociétés, en fait, on peut pas avoir deux poids, deux mesures, on peut pas faire voilà, on peut pas devenir en fait chiant pour les entreprises par exemple wallonnes et pas chiant pour les entreprises flamandes parce que sinon ça ferait migrer toutes les entreprises wallonnes probablement en Flandre, enfin c'est la peur qu'on a, donc on essaye de trouver des accords, mais du coup ça traîne, c'est pas évident. Et les nationalistes flamands notamment ont un gros défaut, c'est que pendant 10 ans ils ont dit qu'en fait non, il n'y aurait pas de problème et le réchauffement climatique balèque en fait. Ils étaient un peu ils étaient un peu comme Trump quoi. Jusque quand? Alors c'est là la différence avec Trump, c'est que Trump lui, même encore aujourd'hui, je pense qu'il croit que le réchauffement climatique ça n'existe pas, alors que les nationalistes néerlandophones ont eux par contre commencé à se dire putain en fait malgré tout ça va nous retomber dessus et ça va être la merde. Donc
Pour Antoine Guérins de CO2 Logic, il faut que les entreprises dressent d'abord un bilan de leurs émissions de carbone. Beaucoup d'entreprises cotées en bourse ne le font pas ou le font encore timidement, estime-t-il. Pourtant, calculer ces émissions de gaz à effet de serre permet de voir où il faut agir pour améliorer les choses. Une fois qu'elles ont pris conscience de leur bilan carbone, les entreprises peuvent penser à réduire et agir de manière plus efficace, explique Antoine Guérins. Selon lui, aujourd'hui, plus ou moins 50% des entreprises sont occupées activement à calculer et réduire leurs émissions de CO2. Donc l'autre moitié des entreprises aurait donc encore du pain sur la planche. Enfin, une minorité d'entreprises conscientes de leur impact sur l'environnement essayent de compenser, souvent parce qu'elles ne parviennent pas à modifier leur processus industriel pour émettre moins de CO2. On parle là de 10% des entreprises selon Antoine Guérins. Pour Antoine Guérins, il faut que le CO2 émis ait un prix. Tant que les gens ne mettent pas de prix sur le CO2, ils vont réduire moins rapidement leurs émissions, explique-t-il. Il faut aussi, selon lui, encourager les gens à acheter dans les entreprises responsables, celles qui ont un label neutre en CO2. Et c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'en plus, le pire, hein, c'est que souvent quand... moi j'ai eu l'occasion d'aller filmer dans plusieurs entreprises qui justement parlaient parfois du fait de réduire leur pollution. Et très souvent ces entreprises disaient que ça leur faisait gagner de l'argent en fait. Parce que du coup, ils font des procédés beaucoup plus optimisés et qui utilisent par exemple moins de matériaux ou qui recyclent les matériaux ou qui... Et en fait, du coup, à force... en économisant toujours un petit peu plus et en optimisant, en fait, ils gagnent toujours un peu plus d'argent. Et en fait, certes, c'est un gros investissement parfois d'un coup, mais à la longue, à long terme, en fait, ils y gagnent énormément, quoi. Et en fait, je trouve aussi intéressant de voir que finalement, typiquement, les personnes qui disent que les sociétés sont hyper polluantes et que c'est elles qui doivent agir, eh bien, on a quand même ici quelqu'un qui travaille dans ce domaine, dans le fait que les sociétés doivent moins polluer, et qui donne des indications comme quoi, par exemple, il faudrait taxer finalement le CO2, parce que c'est vraiment de ça qu'il parle, hein. C'est de faire payer la pollution, quoi. Et on n'en est clairement pas encore, comme on a pu le voir avec les tickets ECS, que tu peux revendre, que tu peux acheter chez un autre, enfin bon... C'est un peu le bordel. Que devraient encore faire les entreprises? Les principales recettes pour limiter les émissions de CO2 sont connues. Une fois que les entreprises ont chiffré leur bilan carbone, elles doivent voir où agir. L'efficacité énergétique des bâtiments, la flotte de véhicules, les voyages d'affaires, le type de matières premières consommées, la chaîne logistique, la production de déchets, les pistes ne manquent pas. Il y a cependant des limites à la décarbonisation, estime Xavier Gillon, un d'Inter-Environnement Wallonie. Les matériaux utilisés émettent eux-mêmes du CO2, explique-t-il, donnant les exemples du verre et du ciment. Ce sont les matériaux qui se décarbonatent et émettent du carbone, poursuit-il. Selon lui, dans ces industries, cela représenterait environ un tiers des émissions. Pour éviter cela, les industriels peuvent envisager de changer de matériaux. C'est cher et difficile. Elles peuvent aussi capturer le CO2 lors de l'émission. Il serait possible de le transporter et de l'enfouir à nouveau dans d'anciens gisements gaziers aux Pays-Bas par exemple. Mais cela coûte cher. D'autres pistes suivies envisagent aussi de réintégrer une partie des émissions dans des combustibles de synthèse, par exemple de l'éthanol, explique Xavier Gillon. Mais c'est, selon lui, une demi-solution car on produit un carburant qui sera brûlé à son tour, produisant du CO2. Donc au final, c'est un peu mettre le problème sous le tapis, quoi. Cependant, la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie passera plus que probablement par des changements radicaux des procédés de fabrication. C'est aventureux, mais il n'y a pas le choix, on doit le faire, estime Xavier Gillon. Dans certains secteurs, la marge de production existe. Dans le verre, on pourrait réduire de 2 tiers les émissions si les fours étaient électrifiés, précise Xavier Gillon. 2 tiers 2 tiers Putain ça fout le seum, quoi, par contre. Je suis désolé, mais ça fout le seum. Putain, ça aurait dû être fait il y a 15 ans, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux dire, mais qu'importe le problème, qu'importe que ce soit l'État qui doive mettre de sa poche parce que j'invente, mais on n'arrive pas à vendre assez de verre ou on le vend trop peu cher ou j'en sais rien, mais il faut quoi, ça doit arriver. C'est pas possible, on aurait dû déjà avoir trouvé une solution. En fait, c'est ça que je veux dire par ça aurait dû, ça fait 15 ans, même plus, hein. C'est qu'on aurait dû déjà avoir réfléchi au truc et on devrait déjà être sur la solution là. Et pas sur ce serait bien qu'on le fasse. Non, putain, ça fout le seum. Alors que, enfin, je veux dire, 2 tiers c'est gigantesque juste pour des putains de fours électrifiés quoi. On a la technologie, on le sait, on sait comment faire, mais on l'a pas fait.
Pour y parvenir, le chargé de mission énergie et climat estime que les entreprises doivent être forcées par les autorités. À ce titre, le fait que l'Europe adopte un nouveau mécanisme de compensation carbone aux frontières devrait aider. L'instauration d'une taxe carbone sur les importations en Europe devrait par exemple permettre aux aciéristes européens d'être moins concurrencés par leurs homologues chinois qui n'ont pas les mêmes contraintes en matière d'émissions de CO2. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ce qui serait bien, c'est que notamment si on fait ça, on peut du coup, parce qu'on est quand même un gros marché, l'Union Européenne, et du coup on pourrait forcer les autres pays à quand même s'adapter à nos normes sans les obliger. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait genre justement leur dire bah écoutez, nous nos entreprises elles sont forcées de faire ça comme ça, et donc c'est logique que vous, comme vous polluez plus, eh bien on vous taxe plus. Et en plus, comme la Chine a montré son envie justement de lutter aussi contre le réchauffement climatique, on pourrait aussi jouer sur cette corde de dire, bah écoutez, comme de toute façon vous comptez vous-même jouer là-dessus, eh bien let's go quoi. Et cet argent qu'on récolterait après, on pourrait le transformer en prime, effectivement, pour permettre aux sociétés de changer. Après, il y en a certains qui vont penser qu'on donne trop aux sociétés, d'autres qui vont penser qu'on donne pas assez. Ça, je crois que ça doit être encore un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça pourrait après être réinvesti et ça pourrait nous aider dans la transition. Et je pense sincèrement que justement, la chance qu'on a dans notre monde aujourd'hui, hein, dans la mondialisation, c'est que justement tout est lié aujourd'hui. Donc du coup, forcément, quand tu as un gros acteur qui tout à coup fait des changements, ça aura des impacts sur les autres acteurs. Et du coup, je crois qu'on doit vraiment profiter de cet effet-là, et je pense que cette personne dit des choses totalement sensées et intéressantes. Faut-il aider financièrement les entreprises dans cette transition? Si on ne les aide pas, les prix vont augmenter, analyse Xavier Gillon. Il donne l'exemple de l'acier. Si le coût de production augmente en raison des investissements nécessaires à la diminution des émissions de CO2, beaucoup de produits seront plus chers, à commencer par les voitures, où on trouve au moins 1 tonne d'acier. Dès lors, aider les entreprises à investir dans des procédés moins polluants aurait socialement du sens. Une autre piste est aussi d'inciter à consommer moins. Par exemple, limiter le poids des véhicules, c'est une manière de réduire les émissions et la consommation d'énergie, ajoute Xavier Gillon. Et moi, c'était mon père qui m'avait dit ça. Il trouvait aussi qu'on devrait limiter par exemple les moteurs. Et ça, par exemple, je ne comprends pas que ce soit pas encore mis en place. C'est d'empêcher, en fait, de toute façon, on peut rouler qu'à du 120 maximum sur les routes. Alors pourquoi est-ce qu'en fait, on a besoin de moteurs sur les routes qui soient capables d'aller jusqu'à du 250 ou du 280? Ça n'a aucun sens, en fait. Et je parle même pas de l'accélération, hein, genre d'aller, je sais pas moi, du 0 à 100 en 10 secondes. Enfin, en 10 secondes, je crois que c'est long. En 3 secondes. Mais vraiment plutôt vraiment de la vitesse maximale de la voiture. Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, de faire des moteurs aussi gros alors qu'on n'a pas cette... Enfin, de toute façon, on va vers une circulation moins rapide pour justement permettre moins d'accidents, plus de sécurité routière, etc. Donc... ça, moi je comprends pas que ces solutions, elles n'aient pas déjà été pensées il y a 10 ans en fait. Alors que, typiquement, par exemple, enfin je suis désolé, mais par exemple, je ne vois pas en quoi l'industrie automobile serait fortement impactée par la limitation des moteurs. Parce qu'en attendant, bah, il y a toujours, voilà, je veux dire, on pourrait faire exception pour les voitures de course sur circuit, les vraies voitures de course, quoi. Mais du coup, tu pourrais les utiliser seulement sur circuit. Les voitures, enfin j'invente, mais les camions, par exemple, j'en sais rien, hein, j'en ai aucune idée, mais enfin je crois que vous comprenez l'idée, quoi. Mais ça réduirait tellement les émissions de CO2, et même pour les batteries de voitures, parce que c'est surtout ça que mon père soulignait, c'est qu'il disait qu'il trouvait ça absurde qu'on fasse des batteries de voitures qui doivent pouvoir tenir qu'une voiture roule à une voiture électrique puisse rouler à du 230. Il disait c'est débile en fait. Pourquoi est-ce qu'on met pas une limitation dans les moteurs électriques pour qu'ils puissent rouler maximum à du 140 par exemple? Et comme ça, c'est réglé en fait. Et il n'y a plus de problème. Et on consomme moins les batteries, elles sont moins vite jetées, etc. etc. Et en fait, du coup, je voulais quand même vous partager mon opinion un petit peu sur le réchauffement climatique, etc. Et par rapport notamment aux sacrifices que nous devrions faire. Parce que moi, il y a un truc dont je suis persuadé, c'est qu'en 100 ans, on a quand même énormément évolué technologiquement, de manière assez impressionnante. Et en fait, quand on voit aujourd'hui, il y a plein de technologies qui nous permettent d'optimiser et notamment de moins polluer. Donc par exemple, je veux dire, avant un PC, il fallait que ce soit une tour qui fasse toute une pièce. Mais donc imaginez cette tour, combien de matériaux rares, etc. elle possédait.
Et aujourd'hui, voilà, on réussit toujours à faire par exemple des cartes graphiques plus puissantes, des mémoires RAM plus puissantes, etc., etc., des composants plus puissants et toujours plus petits en fait. Je vous avais parlé de l'exemple du smartphone, hein, où on a ici une batterie en lithium-ion qui fait la moitié du téléphone. Mais putain, mon téléphone, enfin, je veux dire, moi, la batterie est à 50% à la fin de la journée. Enfin, je veux dire, et je peux filmer toute la journée avec mon téléphone sans qu'il tombe à court de batterie. Enfin, donc, je veux dire, on se rend même pas compte à quel point, quand même, la technologie est incroyable. Et moi, je pense pas qu'en fait, forcément, en fait, je crois que le sacrifice éventuel qu'on devra faire, c'est qu'en fait, on va pas pouvoir peut-être proposer, comme on l'a pu pendant un siècle, proposer des technologies dès qu'on les a inventées. Alors j'exagère un petit peu, mais je vais dire, voilà, quand on invente une technologie, on disait à un moment donné que l'armée avait toujours 10 ans d'avance sur la technologie civile. Eh bien, voilà, maintenant, l'armée aura peut-être, j'invente, hein, mais 30 ans d'avance sur les technologies civiles. Et on devra attendre un peu plus longtemps en fait, et ça va peut-être s'augmenter avec le temps du coup, puisque on se demande si à un moment donné on va pas arriver à un palier technologique. Mais effectivement, je crois qu'à un moment donné on va peut-être devoir euh, être créatif d'autres manières en fait, et de jouer sur l'esprit capitaliste et consommateur, mais sous d'autres formes, par exemple par des services, voilà, qui sont typiquement des services donnés par des êtres humains, des services, voilà, je sais pas, hein, des choses immatérielles, ou des trucs du style, et qui polluent beaucoup moins en fait. Et je pense pas qu'en fait on va devoir forcément sacrifier toute la technologie en mode ah bah non, on va devoir, il y en a qui disent ça, on va devoir revivre à l'âge de pierre. Mais non, je crois qu'en fait ça c'est vraiment un mythe. En fait aujourd'hui, mine de rien, on réussit quand même parfois à faire des technologies qui polluent très peu. Et moi je crois qu'en fait c'est vraiment par la technologie, enfin voilà, ça c'est mon point de vue, hein, évidemment, et il est très personnel. Mais j'ai l'impression que justement, c'est en se focalisant sur la technologie et en se focalisant sur l'optimisation technologique qu'on va réellement avancer, quoi. Et on parle notamment, par exemple, des ordinateurs quantiques. Voilà, c'est typiquement un truc. Imaginons qu'un jour on réussit à faire un ordinateur quantique, pardon, qui, avec des composants, voilà, qui serait 10 fois, donc c'est un peu le calcul qu'on fait, c'est qu'il serait 10 fois plus puissant que les PC les plus puissants actuellement. Eh bien, par exemple, ces ordinateurs quantiques, au lieu que n'importe qui puisse en acheter pour en avoir chez lui, comme ce sera peut-être le cas dans 10 ou 20 ans, peut-être que au lieu de faire ça, on fera des systèmes de cloud où en fait plus personne n'aura de PC chez lui. En fait, ce seront des abonnements que tu payeras et tous les ordinateurs, on les mettra dans une même salle avec une certaine température, etc. et une maintenance. Mais de chez toi, tu pourrais y avoir accès, par exemple, grâce à Internet. J'invente totalement, hein. Mais voilà, pour moi, c'est le genre en fait d'avancée technologique qui fera qu'on polluera moins parce que ce sera plus chacun son petit PC avec tous ses composants et ses matériaux rares dedans. Ce sera un truc commun en fait et qui sera finalement géré peut-être par abonnement, peut-être, enfin je sais pas en fait. Et ce sera plutôt sur le service où, voilà, si tu gagnes plus d'argent, tu pourras prendre plus de parts d'un PC, mais si t'en as moins, bah voilà, t'auras peut-être, voilà, un milliardième du PC du coup, mais voilà, si t'as besoin que pour du traitement de texte, tu t'en fous, voilà. Et je pense vraiment que ça passera par ça et qu'en fait, on nous présente ça comme des efforts incommensurables à faire, mais que la réalité est tout autre en fait. En réalité, je pense que le réchauffement climatique, c'est vraiment une, une envie politique qui doit se mettre en place et qu'on doit arrêter aussi d'avoir peur d'aller taper là où ça fait mal, et je pense notamment dans l'économie. Maintenant, il n'y a plus le temps, quoi. Go, on y va. On, on bourre, effectivement, tant pis, voilà, je crois. Il y a un moment donné, on va devoir se dire tant pis parce que, soyons clairs, là aujourd'hui, on a le luxe encore que si on impacte des sociétés, de se pouvoir dire ok, on peut mettre de l'aide ici et peut-être un peu moins là, etc. Parce que le jour où ça nous tombera sur la gueule, le réchauffement climatique en mode trash et que ces sociétés, elles sont toujours là, elles vont quand même morfler. Parce que les inondations, les dégâts, les machins, ça, forcément, ces sociétés vont devoir payer en fait. Donc autant qu'elles douillent aujourd'hui et qu'on réussisse à limiter un petit peu les dégâts,
plutôt que de devoir douiller dans beaucoup plus longtemps et que ça nous fasse encore plus mal en fait. C'est un peu comme avec le Covid, hein. On a douillé beaucoup plus, on a pris beaucoup plus cher dans la gueule parce qu'on a pris 3 mois à enfin prendre des dispositions plutôt que de le prendre directement au sérieux. Et si on l'avait pris directement au sérieux, il y aurait probablement pas eu le premier confinement en fait. Bref. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre votre opinion en commentaire. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités sur la chaîne. Voilà, la bise à vous et à bientôt.